Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, dans Bien dans son job, on part chez Kellogg's qui favorise l'équilibre vie pro, vie perso. On va en parler dans quelques instants avec Lilia Malel, DRH France, elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, ça c'est un outil intéressant. La lecture rapide aux éditions Retz, c'est le livre écrit par Mohamed Koussa. Il est champion du monde de lecture rapide, un titre qu'il a acquis en Chine. Il nous expliquera bien sa méthode et l'utilité de cette lecture rapide. Ce sera dans le livre de Smart Job. Et puis dans le cercle RH, vous le savez, c'est le débat des experts de Smart Job au programme, le congrès de la CFDT, avec une vigilance de ce syndicat, notamment face à la réforme des retraites. On parlera du bac, à quoi il sert, parce qu'il y a déjà des lycéens recrutés avant même d'avoir eu ce diplôme. Puis on parlera de l'entretien de fidélisation aux États-Unis, peut-être pour contrer la grande démission. Voilà le programme pour les experts. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment réussir cette démission. Ça, c'est un sujet important parce que parfois on claque la porte et ça fait beaucoup de bruit. Comment la réussir? On en parlera avec monsieur Philippe Guittel, cofondateur de Talent Management. Voilà le programme tout de suite. C'est Bien dans son job. Bien dans son job, et aujourd'hui on parle de l'équilibre vie pro, vie perso, entre autres, et on en parle avec Lilia Malel. Bonjour Lilia. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Kellogg's France. Alors qui ne connaît pas la marque Kellogg's, qui est une marque du matin, mais pas seulement d'ailleurs. Pas seulement. Kellogg's France, c'est 180 collaborateurs dans un groupe de 33 000 collaborateurs. Tout à fait. Très grande entreprise. D'abord un petit mot, parce que je commence par la fin, mais c'est important. Est-ce que vous, comme beaucoup d'autres entreprises qui sont de belles marques connues, certaines entreprises ont des difficultés parce que leur marque n'est pas connue, ce n'est pas votre cas. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter en ce moment ? Alors aujourd'hui, nous, on est vraiment dans une dynamique. En fait, notre ambition et notre passion chez Kellogg's, et ça a toujours été de créer du lien et donner du sens. C'est une promesse en fait d'accompagnement de nos collaborateurs à 360 et d'offrir un environnement de travail où les personnes peuvent être authentiques, se révéler, se réinventer. Et là, aujourd'hui, on le fait notamment à travers 3 axes principaux qui sont accompagner les futurs parents et les parents dans leur parcours de vie, parce qu'on sait que ça peut être très bouleversant. Les accompagner aussi pour leur offrir une multitude d'options et qu'ils puissent choisir ce qui leur permet de trouver l'équilibre qui convient à leur réalité, parce qu'il n'y a pas de recette magique. Chacun a sa propre réalité. Donc c'est quoi? C'est du sur-mesure? On adapte en fonction des besoins du papa ou de la maman? On offre en fait plusieurs options. L'idée, c'est d'être dans une culture facilitante, que les collaborateurs puissent avoir une multitude d'options et qu'ils puissent venir piocher en fait ce qui conviendra le mieux à leur période, à leur réalité. Donc c'est ça notre promesse, c'est une expérience collaborateur unique. Arrêtons-nous un instant quand même sur cette option. En fait, c'est une boîte à outils, puis finalement les collaborateurs vont pouvoir choisir. C'est quoi les options qu'ils ont sur la table? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le congé parentalité. Oui. Qu'est-ce que vous leur proposez à vos collaborateurs? Par exemple, sur la parentalité, si vous voulez, la parentalité, ça englobe plusieurs moments, plusieurs périodes de vie, du désir d'enfant, voilà, jusqu'au retour au travail. Donc, effectivement, il y a les congés d'adoption, il y a les congés maternité, paternité. Voilà, il y a toute une palette de vie. Et encore une fois, ça peut être des moments assez bouleversants. Donc, concrètement, ce qu'on propose aujourd'hui dans nos politiques RH, c'est accompagner les personnes qui sont concernées par une interruption de grossesse ou un deuil périnatal. Donc, on leur permet d'avoir 2 semaines d'absence rémunérées à 100%. C'est un choc. On accompagne aussi les personnes qui ont recours à un traitement de fertilité ou d'assistance médicale à la procréation, en leur permettant de s'absenter 3 fois 5 jours par période de 12 mois. Et ça, pareil, rémunéré à 100%. Sur les 2 dispositifs que je viens de vous donner, c'est les personnes concernées donc, sont éligibles à ces absences, mais également les conjoints. On permet aussi aux conjoints de s'absenter pour accompagner tout sa femme ou sa compagne. Voilà. Et le congé paternité, donc nous, on l'a renommé congé second parent chez Kellogg's pour être vraiment inclusif et refléter aussi la société actuelle. On sait qu'aujourd'hui, les types de structures, voilà, tout à fait. Donc, on le rémunère également à 100%. On accompagne aussi, on sait que c'est très difficile et ça peut être des expériences traumatisantes, mais on accompagne aussi les parents qui perdent un enfant mineur. Donc là, on va plus loin que la loi. Donc on permet à ces parents-là d'avoir 16 jours de congé, en tout cas d'absence rémunérée à 100%.
Et enfin, pour faciliter le retour au travail aussi, parce qu'on sait que c'est une vraie charge mentale et on veut, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment libérer de la charge mentale et permettre aux personnes de ne pas se soucier de l'organisation, ne pas se soucier de leurs finances. Donc, on a un partenariat avec les crèches Les Petits Chaperons Rouges qui a eu un vrai succès. Et là, on étend en prenant des en jouant la supplémentaires. proximité, parce que c'est important ça, la proximité de la crèche, ou c'est une crèche intégrée au sein des locaux prestatés par les Petits Chaperons Rouges? Les Petits Chaperons Rouges, d'ailleurs, ils ont une couverture assez grande sur le territoire Ils sont français. très maillés. Ce qui nous permet aussi d'offrir cette opportunité non seulement à nos salariés basés au siège, mais également à tous nos commerciaux qui sont sur l'ensemble du réseau. Voilà. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de la distance au travail, au lieu de travail. C'est vrai que la crise Covid a un peu tout bouleversé. Alors, pour être précis, vous avez le siège marketing, vous avez le siège commercial, vous avez les RH, le service financier, c'est une filiale. Combien de personnes travaillent à distance chez vous? Comment ça se passe? Parce que là aussi, vous avez dû vous organiser ou répondre à des demandes. Encore une fois, on s'est bien rendu compte que il y a des choses qui conviennent à une personne et pas à une autre. Tout le monde n'est pas au même endroit au même moment. Donc en fait, ce qu'on permet, ce qu'on a fait avec cette crise, on a navigué, on s'est dit, il faut qu'on arrive à retenir ce qui était bien quand on était tous au bureau, mais ce qui était bien aussi quand on était tous en télétravail. Et en fait, on a laissé la liberté à chacun des collaborateurs d'échanger avec leur manager. Sans accord particulier, pas d'accord d'entreprise. Alors, on a un accord d'entreprise. Vous avez un accord, On a un accord d'entreprise. Alors, l'idée, c'est d'être 50% en télétravail, 50% de son temps au bureau, parce que on reconnaît qu'il y a des moments qui doivent se passer en présentiel, en personne. Il y a des moments beaucoup plus sensibles ou beaucoup plus... On sait que c'est ce qui va générer, ce qui va renforcer la culture, ce qui va générer la créativité, la connexion sociale, c'est ce qui nous a le plus manqué pendant la période de Covid. Donc voilà, chacun s'organise en choisissant. Nous, on recrute des personnes qui sont responsables, qui savent faire des choix. Et donc, tout ça, c'est basé sur la confiance. Donc, ils s'organisent avec leur... 2 jours, 3 jours, l'accord stipule quoi? C'est 2 jours... C'est pas mathématique. On dit que c'est 50% du temps. Et chacun en discute avec son équipe. Parce qu'encore une fois, c'est pareil d'une équipe à une autre. Sur un mois, peut-être? On travaille plus sur un mois que sur une semaine. On s'est volontairement laissé la liberté de s'organiser. Et là, le tableau de bord que vous avez devant vous, parce que vous êtes la RH, c'est quoi? C'est un nombre de salariés qui a fait quoi? C'est quoi la grande tendance chez Kellogg's? La grande tendance, c'est plutôt 2 jours au bureau. Les gens viennent plutôt 2 jours au bureau. Et 3 jours, soit dans les lieux tiers, soit chez eux. Tout à fait, exactement. Ils peuvent choisir de travailler ailleurs que chez eux également. Ouais. Kellogg's, dans sa stratégie RSE, dans son punchline, c'est cultiver la simplicité. Il y a quand même l'idée, dans ce qu'on entend, c'est d'abord d'accompagner le plus possible, de faire du sur-mesure et donner du sens. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les possibilités qu'ont les collaborateurs de pouvoir s'engager aussi dans l'humanitaire, dans le caritatif. Ça me semble important. Oui. Je voudrais juste rajouter juste avant, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié dans l'entreprise. Et là, on est en pleine période. On a lancé ce qu'on appelle chez nous les Summer Hours. Donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait. Donc, de début juin jusqu'à fin septembre, les collaborateurs ont la liberté de partir le vendredi dès 15h pour partir plutôt en week-end. Et ils n'accrochent pas le manteau sur leur siège? Non, mais ils ne laissent pas la veste sur le siège? Non. D'accord, ils prennent leur veste. Tout à fait. Et sinon, oui, vous avez raison. En fait, l'expérience collaborateur unique et cette quête de sens, ça passe aussi par la manière dont les collaborateurs vont pouvoir s'impliquer ou contribuer à des causes importantes. Nous, chez Kellogg's, on a noué notamment des partenariats avec des associations Andes, donc les épiceries sociales et solidaires, et également les banques alimentaires. Et en fait, on permet aux collaborateurs au moins 2 demi-journées par an sur leur temps de travail de faire du volontariat. Et donc, ça passe par l'animation d'ateliers de petit déjeuner avec Andes ou de la distribution de produits ou encore la collecte alimentaire avec les banques alimentaires. J'ai envie de dire, ça fait écho aussi par le cœur de métier même de Kellogg's qui fabrique les céréales de petit déjeuner, mais pas seulement. Il y a quand même l'idée d'un engagement qui vient le prolonger aussi. Là aussi, le tableau de bord que vous avez, les retours que vous avez, c'est quoi les collaborateurs qui s'engagent? Vous avez quelques chiffres? Alors, ça fait partie de notre critère RSE déjà. C'est un de nos critères RSE parce qu'effectivement, ça s'inscrit complètement dans la stratégie de l'entreprise. Et pour vous dire, effectivement, l'année dernière, on a eu plus de 100 collaborateurs sur les 180 qui ont participé à ces journées de volontariat. La suite, la stratégie pour vous, c'est quoi les prochaines briques? Parce que la RSE englobe des critères d'égalité femmes-hommes, un certain nombre de critères que peut-être le législateur va inventer dans les prochaines lois. Et on sent que vous êtes dans l'anticipation. C'est quoi les prochaines briques que vous allez comme ça implanter chez Kellogg's?
En fait, chez Kellogg, on a une stratégie d'inclusion et diversité avec une gouvernance. Les collaborateurs et tous ces dispositifs ne connaîtraient pas le succès qu'ils ont aujourd'hui si on n'avait pas cette implication des collaborateurs. Donc, pour nous, en tout cas, moi, ma conviction personnelle et celle de Kellogg, c'est parler des sujets, écouter les collaborateurs, comprendre et apporter les réponses ensemble. Donc, en fait, on co-construit avec les équipes. On avance en fonction de l'actualité et on travaille sur du coup, différents piliers. Je vais reboucler parce que ma première question, c'était de vous demander si vous recrutiez. Je n'ai pas bien compris. Et si vous aviez des difficultés. Alors, j'ai cru comprendre que ce n'était pas si simple, mais en même temps, j'ai le sentiment que vous accélérez, qu'il y a du recrutement possible chez Kellogg. On recrute à peu près 30 collaborateurs par an chez Kellogg, plutôt sur des métiers commerciaux, mais on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs métiers. Ce qui est important surtout, c'est qu'on recrute des profils divers et on recrute des personnes non pas pour un poste, mais pour un parcours chez Kellogg, et notamment un parcours international. Donc en fait, on offre cette opportunité d'avoir des parcours transversaux, donc cross-fonctionnels entre métiers, mais aussi de pouvoir évoluer dans l'organisation européenne ou plus large d'ailleurs. Enfin, ça, c'est quand même un argument de marque employeur. Quand vous dites à un jeune qui sort d'école ou un salarié plus expérimenté, tu vas pouvoir bouger dans le monde entier, puisque Kellogg, c'est le monde entier. Ça, c'est très attractif, donc j'imagine, pour ceux qui ont évidemment un peu la bougeotte et l'envie de voir du pays. Ça l'est, on a des exemples concrets. On a régulièrement des promotions, des évolutions géographiques et au sein de la France. Donc, c'est non seulement un engagement, mais c'est quelque chose qu'on met concrètement en action et on est à tous les niveaux de l'organisation très engagé pour aussi s'assurer qu'on mette les mots en face de cette promesse. Bon, ne vous contentez pas de manger les produits Kellogg's. Allez aussi jeter un œil peut-être sur l'onglet recrutement. Il y a peut-être un poste qui correspond à vos désirs et à aussi vos envies de bouger à l'international. Merci Lilia Malel, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. DRH France de Kellogg's, 180 collaborateurs, peut-être plus avec les recrutements, 33 000 dans le monde avec une vraie politique égalité homme-femme, une politique RSE. Merci de nous avoir rendu visite. C'est le livre de Smart Job tout de suite et on va s'intéresser à un sujet qui peut passionner les RH d'ailleurs, qui ont beaucoup de documents à lire, la lecture rapide. Et oui, comment on fait pour lire un livre de 400 pages en quoi 1h30 ? On vous explique tout. Le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, pour découvrir à la fois un livre et un auteur. Le livre, c'est la lecture rapide, la méthode du champion du monde, savoir se concentrer, gagner en efficacité, édition Retz, qui n'a pas eu envie un jour, alors peut-être pas en lisant de la littérature le soir au lit, mais en lisant des livres pour le travail, de dire mais comment je fais pour m'ingurgiter les 400 pages et avoir l'air quand même crédible à la sortie, parce que c'est tout l'enjeu. Et l'auteur est avec nous, Mohamed Koussa, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur de MK Academy. Oui. C'est votre entreprise, car vous êtes entrepreneur et auteur de ce livre, champion du monde de lecteur rapide. Donc on a un champion du monde, c'est je crois que la première fois qu'on accueille dans Smart Job un champion du monde. Vous avez acquis ce titre en Chine. Oui. Et dans ce livre, vous nous expliquez, alors vraiment pas à pas, comment on fait. D'abord, un petit mot sur vous, parce que votre parcours est assez intéressant. Oui. Vous avez été un élu de Seine-Saint-Denis, d'une petite ville de Seine-Saint-Denis, professeur des écoles, et aujourd'hui entrepreneur. Tout à fait. À quel moment, si j'ai bien lu votre livre, si j'ai bien compris, vous êtes en train de lire un bouquin d'histoire romaine. C'est ça. Et globalement, vous vous dites comment je fais pour gagner du temps, et c'est compliqué. C'est là où ça se déclenche. Tout à fait. C'est dans le cadre de la préparation d'un concours pour l'enseignement. Et je raconte cette anecdote dans le livre où on avait un livre de presse universitaire de France, 530 pages. Oui, je vois bien. Et je lis 10 pages en 1 heure. Et là, je me dis, alors 530 pages, 10 pages en 1 heure, ça me fait 53 heures. Je ne vais jamais y arriver. Et il me reste 2 jours pour finir. Et il me reste 2 jours pour terminer celui-là. Et il y en a des dizaines d'autres derrière. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on nous donne, à nous en tant qu'étudiants, ce genre de bibliographie qui parce sont que très longues. Les biblios sont immenses en histoire. Exactement. Et puis je me suis dit, il y a d'autres techniques. Et je cherche et je tombe sur la lecture rapide. Vous rendez hommage quand même aux 2 universitaires qui ont conceptualisé. Bien sûr. C'est sur eux que vous vous appuyez d'abord. Principalement François Richaudot, qui est le fondateur de la maison d'édition Retz, qui est un intellectuel méconnu, malheureusement, mais c'est justement ce livre, il est là pour lui rendre hommage. Et Tony Buzan, qui est une star dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, est décoré par la reine d'Angleterre, multiples prix de société intellectuelle. Alors, il y a une question qu'on vous pose tout le temps, mais je ne vous poserai pas, parce que celle qu'on vous pose tout le temps, c'est, mais globalement, est-ce que c'est pas terrible de lire rapidement quand on lit un livre le soir au lit, mais vous nous rassurez tout de suite, vous dites, attendez, la littérature, quand on est un écrivain, on est un lecteur, et on a le droit de prendre du plaisir et de revenir en arrière. C'est pas le sujet, là, de votre livre. Exactement. C'est professionnel.
On est d'accord. Principalement, professionnel, estudiantin. Et estudiantin. Tout on à passe fait. des concours, on a envie d'apprendre vite. Tout à fait. Il y a tout un travail aussi qui est très intéressant dans votre livre sur les différentes typologies. On n'a pas le même regard, on n'a pas la même façon de regarder et de lire. Quels sont les éléments clés qui font que pas à pas, parce que le livre à la fin, on a des tests. À la fin, il y a des textes à lire, des tests, et puis si on les a pas, on recommence. C'est quoi les grands piliers pour réussir à lire rapidement? Alors, le premier pilier, c'est la concentration. Et celui-là, il est transversal parce qu'il concerne tous les domaines. Si on n'est pas concentré lors d'une discussion, même quand on fait la cuisine, on peut rater son plat ou on peut passer à côté de lui. On peut se couper. On peut se couper éventuellement, ouais. Et pour la lecture, c'est la même chose. C'est-à-dire que le premier pas, la porte d'entrée vers l'efficacité dans la lecture, c'est la concentration. Et depuis quelques années, on remarque que la concentration, elle diminue en qualité chez les apprenants. Notamment, c'est les écrans. C'est expliqué en partie par les écrans. J'ai pris les écrans. Oui, tout à fait. Et les enfants ont du mal à être aussi concentrés que ceux qui avant, les générations d'avant. Donc la première porte d'entrée, c'est celle-là. Le premier conseil, d'abord, c'est de faire lire nos enfants et de les aguerrir à la lecture de livres. C'est ça. Et les éloigner autant que faire se peut, parce que Tisseron dit, on peut être modéré, c'est ça. Mais globalement, les éloigner. C'est ça. En fait, il y a deux visions de la chose. Il y a plutôt celle de Serge Tisseron, qui est pour une pédagogie. Évolutif, 6, 9, 12, je crois. C'est ça, 6, 3, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Ouais, où il y a une pédagogie qui s'adapte avec le temps, la maturité du cerveau. Et puis vous avez celle de Michel Desmurget, qui est docteur de recherche au CNRS, qui lui, il est radical. Il dit le minimum de la télévision et des écrans, c'est de ne pas s'y exposer avant à un certain âge, c'est à peu près 15-16 ans. Donc de la concentration, avoir été éduqué, c'est compliqué évidemment ce que l'on dit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà à 3 ou 4 ans un écran devant le visage. Bien sûr. Et puis ensuite on rentre un peu dans des détails un peu techniques, parce que quand même le livre qui vous a permis de remporter les championnats du monde en Chine, vous avez lu un livre de quoi, 400 pages en combien? 400 pages, en 1h25. Alors le lire en 1h25, j'allais dire c'est presque jouable, mais surtout, c'est que derrière il y a combien de questions? Il y a 20 questions ouvertes, donc c'est pas un QCM, c'est pas oui ou non, etc. Donc on doit répondre avec des détails. Donc ça veut dire que non seulement vous avez lu ce texte avec une rapidité incroyable, plus de 1000 mots à la minute, on est d'accord, c'est ça, hein? Oui. Et ensuite vous avez compris. Et vous appelez ça, vous, l'écrémage? L'écrémage, c'est une des techniques de la lecture rapide. Et en fait, on remarque qu'en fonction des spécialistes, l'écrémage n'a pas la même définition. Donc écrémer Écrémer, c'est éliminer des mots, en fait. Écrémer, c'est prendre la crème. Garder la crème et éliminer le reste. Exactement. Et dans le livre, c'est percevoir les mots-clés autour desquels l'auteur il a construit sa thèse. Ce que vous dites. Comprendre les mots-clés. Ça, c'est une des techniques. C'est une des techniques, c'est l'écrémage. Et l'écrémage peut se décliner en plusieurs niveaux. On peut avoir un écrémage très rapide, pour plutôt stimuler la curiosité par entrer dans l'analyse, et après avoir un écrémage avec un niveau de profondeur un peu plus poussé, et là on va commencer à analyser déjà, et c'est important. Juste moi qui suis un lecteur, et je pense que ceux qui nous regardent lisent aussi beaucoup, mais je lis beaucoup. Est-ce que ça fatigue plus que quand on lit détendu et qu'on prend le temps de rêver, de s'introduire dans le texte, de partager des émotions? Est-ce que c'est plus fatigant comme exercice? On sort vidé, j'imagine. Ça dépend, parce que justement, une des étapes dans la lecture, c'est de segmenter sa lecture. Le lecteur qui commence et puis il s'arrête quand il en a marre, c'est déjà trop tard, parce qu'il va créer un ancrage négatif. Et il va rester, pour la prochaine lecture, sur ce dernier moment qu'il a vécu, de cet ennui, cette lourdeur. Dans la lecture rapide, ce qu'on fait, c'est que délibérément, on va se donner un temps de travail maximum. Et avant que cette fatigue s'installe, cette lourdeur, on prend délibérément une pause. On s'arrête. Comme au tennis. Si les joueurs de tennis ne pouvaient pas prendre de pause, ça irait plus vite pour le public. Mais le joueur de tennis, à la fin, il ne peut pas reprendre sa partie. Le cerveau, il a des règles. Et on va donner juste un exemple. Sur une population d'apprenants, on a remarqué que la majorité des gens peuvent tenir leur concentration à 100% pendant 25 minutes. Et en fonction de l'âge, de l'expérience de lecture, d'apprentissage, ça commence à diminuer à partir de 25 minutes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'à 25 minutes, on arrête. Voilà, j'ai lu mes 25 minutes, à fond sur 100% de concentration. Je prends une pause de 2, 3, 5 minutes maximum et je repars après pour lire. Alors, parce que là, vous offrez plusieurs possibilités techniques. Moi, celle qui m'a plu, c'est les marges. Je vous laisse découvrir le livre. D'ailleurs, je dis que
je déflore, mais quand vous êtes arrivé en coulisses, on s'est rencontrés. Oui. Tous ceux qui étaient autour de vous et qui allaient participer à l'émission là, avant ou après, Mm. vous ont tous demandé un conseil en vous disant mais je veux prendre votre livre. Enfin, vous devez créer comme ça une énorme tension quand vous vous déplacez, parce que tout le monde a envie de lire très vite, Oui. de gagner du temps. Parce que c'est quoi l'utilité de tout ça, in fine? L'utilité, vous venez de le dire, c'est de gagner du temps. En même temps, l'utilité aussi, c'est d'utiliser son potentiel cérébral. Parce que, en fait, on a appris des méthodes scolaires passe-partout. Tout le monde, au même moment, apprend la même chose. Et après, on évolue dans notre vie d'étudiant intellectuel. Puis on se... Et chacun se débrouille. Alors que là, on va, grâce à ce travail, optimiser ce merveilleux don que nous avons, qui est celui du cerveau, qui a un potentiel incroyable, mais qu'on n'utilise pas forcément dans son entièreté. Mohamed Koussa, j'ai une question importante, parce Oui. que vous êtes chef d'entreprise, donc vous accompagnez des participants, vos clients, à multitude d'exercices, et j'imagine qu'ils poussent la porte d'abord en disant mais je voudrais faire comme vous, vous êtes Exact. champion du monde, il y a quand même Tout un à fait. côté mimétisme et modèle. Est-ce que vous vous entraînez encore beaucoup pour garder le niveau, ou est-ce que globalement vous êtes champion du monde et vous n'allez pas vous représenter la prochaine fois? En fait, maintenant, moi, j'organise les championnats du monde. Donc, je suis passé à une autre étape. Vous faites boxer, vous. Voilà, c'est Boxer, ça. vous êtes plus sur le ring. Oh, exactement. Et je suis là dans le coin. Bah là, j'ai 2 de mes élèves qui ont fait 2e et 3e au championnat du monde. Et le deuxième a un cheveu du premier. Et Un cheveu, ça veut dire qu'il a raté une question? ça veut dire que soit il a raté une question, soit il a mis plus de temps pour lire. Ou peut-être il a eu une meilleure compréhension, mais il a mis plus de temps pour lire. Et c'est quelqu'un qui a 20 ans, il est étudiant, il est en 3e année, licence. Et le 3e, c'est un préparateur en pharmacie, donc Yannick et Mohamed, je les salue. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils n'y croyaient pas il y a 1 an, 2 ans. Et là, maintenant... C'est de l'entraînement, c'est comme des sportifs. Hein. C'est exactement de la même manière. De toute manière, c'est quoi le sport? Le sport, c'est développer des capacités physiques, mais l'outil qu'on utilise, c'est quoi? C'est son cerveau. Donc c'est le faire travailler. Exactement, sans cesse. Et le fait que moi, j'enseigne cette méthode constamment, ça me permet de maintenir mon niveau. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Je pense prie. que ce livre va faire à la fois des envieux et va donner envie à... Il y a plein de cadres, plein de gens qui ont des tonnes de notes. Alors, il y a juste un détail, c'est qu'il y a un débat entre la lecture papier Oui. et la lecture, il faut comment dire un mot, Oui. écran. Oui. On revient aux écrans. Oui, J'imagine que votre travail, vous, de lecteur, c'est sur papier, on est d'accord? les deux. Vous faites les deux. Et Aujourd'hui- vous lisez de la même manière et la même vitesse sur écran que sur papier? Ça dépend du lecteur. Il y a Ouais, des profils me semble. Oui, qui lâchent prise. Normalement, d'après mon expérience, on lit plus vite sur écran. Mais l'affect, Oui. avec Il y a le nos- détachement, vous dites, sur l'écran. parce C'est que ça. Voilà, c'est pas un C'est un livre. outil. On l'utilise C'est un un peu. outil. On l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Mais quand on a le livre objet papier, c'est notre enfance, c'est les histoires du soir avec papa, maman, c'est la bibliothèque avec les albums de Ouais, jeunesse. il y a de l'affection, il y a de l'affectif. Et c'est très important. Ouais, c'est ce que vous évoquez. C'est un livre très très riche. Édition Retz, et c'est intéressant d'avoir rendu hommage à François Richaudot. Voilà, ce chercheur peut-être méconnu, mais effectivement très très important. Mohamed Koussa, merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. La lecture rapide, la méthode du champion du monde qui était sur le plateau. Oui, nous accueillons des champions du monde dans Smart Job. On fait une courte pause, on accueille les experts de Smart Job justement pour balayer l'actualité. Il y a le congrès de la CFDT et la réforme des retraites. Il y a les bacheliers qui sont recrutés avant même de passer le bac, et puis il y a les entretiens de fidélisation. Ça, c'est aux États-Unis pour essayer d'éviter la grande démission. C'est le programme aujourd'hui, juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job pour balayer l'actualité de la semaine. Elle est riche. On va parler de la CFDT et de son congrès. On va parler du taux d'emploi qui est assez haut, voire très haut. On en parlera dans quelques instants, mais chez les jeunes. Et puis des bacheliers qui, à peine passé le bac, ont déjà été recrutés à se demander à quoi sert le bac. Et puis on parlera des États-Unis. Voilà le programme. À ma gauche, Marine Balançard. Bonjour Marine, directrice générale du cabinet Ariséal. Et ce livre, là, je vais parfaitement le dire, décider, ça se travaille. On ne naît pas bon décideur, on le devient, qui est un sujet de réflexion, édition Erol. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Et puis à vos côtés, Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Commençons, bonjour. Bonjour à vous trois. Commençons par le congrès de la CFDT, parce que les congrès syndicaux donne comme ça des petites couleurs politiques, des tendances, on sait comment... Là, on voit quand même un congrès où, pour un syndicat réformiste, il y a quand même une volonté
de ne pas se laisser se raconter l'histoire, notamment sur les retraites. Il y a quand même des menaces à peine voilées de la CFDT. Et on va parler du pouvoir d'achat. Comment vous regardez la réaction de la CFDT, qui est un peu le syndicat en général qui fait tampon, qui est le progressiste, qui apaise? Là, visiblement, la CFDT est plus remontée qu'on ne l'imaginait. Oui, la CFDT coince la porte et empêche toute tentative de penser à une réforme des retraites, mais en cela, elle rejoint un petit peu le président Emmanuel Macron, qui n'est pas spécialement... qui a dit qu'il n'allait pas se refaire des gilets jaunes pour... Mais pourtant, il assume la réforme à 65 ans, Marine Balançard. Oui, Enfin, mais je crois qu'il est pétrifié par les Gilets jaunes, son expérience, et il a vu pendant la campagne que ce n'était pas fini, contrairement à ce qu'il croyait. Et donc, je pense que la CFDT joue sa carte en disant c'est pas ça le sujet, c'est pas l'âge de 65 ans, c'est autre chose. Je vous pose la question, surpris de l'attitude de la CFDT qui dit on sera les premiers à descendre dans la rue, prévient la CFDT et Laurent Berger. On n'est pas habitué à entendre ça de la CFDT. Non, mais alors effectivement, je pense que déjà, il y a une carte à jouer sur deux niveaux. Sur le premier niveau, c'est une question de légitimité. On parle beaucoup de la légitimité, de la crédibilité, évidemment, des syndicats en ce moment. La bataille entre syndicats, là. Voilà, donc le fait de prendre, j'ai envie de dire, voilà, de tirer en premier, de préempter ce sujet et de se positionner comme défenseur des salariés, des Français sur ces sujets-là, ça leur donne une crédibilité, puis ça met de la lumière sur eux, puisqu'on en parle aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, sur un autre niveau, je dirais plus sociétal, on va vers un quinquennat des radicalisations, c'est-à-dire que derrière chaque débat, derrière chaque sujet, ça va être vraiment des rapports de force, parce qu'on est dans un écran économique et sociétal qui est quand même tendu, avec, on va en parler aujourd'hui, mais différents sujets qui crispent quand même les Français. Et donc, du coup, on va s'attendre, je pense, dans les mois qui viennent, à ce type de rapport de force. Jean-Michel Garrigue, cette CFDT, souvent qui signale les accords contre la CGT, puisque ça renvoie aux guerres entre les syndicats. Là, c'est une CFDT, effectivement, qui dégaine la première et qui est très offensive. D'abord, je pense que la CFDT fait payer au pouvoir public le fait d'avoir joué un temps la carte FO. La CFDT revient en première ligne comme syndicat réformiste, mais avec aussi ses exigences et ses commentaires. Et ses coups de menton, peut-être. Pas toujours extraordinaires. Quand on entend un hiérarque de la CFDT dire que la réforme de retraite est économiquement inutile, on peut dire ce qu'on veut de la réforme de retraite, mais pas qu'elle est inutile. Ou économiquement, en tout cas. Économiquement. Ouais, à moins, pour le moins. Voilà, c'est un peu la même question, mutatis mutandis, que le refus du poids de la dette. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on en a parlé de nombreuses fois sur ce plateau, l'argent facile. Voilà. Eh bien, on refuse les réalités parce que socialement, ça a des incidences. Je ne dis pas qu'il faut faire passer à coup de force toute réforme. Mais de là à dire qu'elle est économiquement inutile, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun problème de retraite et que c'est juste une volonté du gouvernement d'embêter le peuple, si j'ose dire, là, je trouve qu'on est vraiment dans une démarche... Une posture idéologique. On est qui revient effectivement à cette guerre... Et à cette radicalité. De bataille entre FO, entre la CGT qui s'est un petit peu décentrée, qu'on entend moins, et puis FO, c'est pareil, qui va avoir un changement de secrétaire national, le premier secrétaire, donc forcément nouvel organigramme politique. Un mot quand même, ça c'est le secrétaire national de la CFDT qui dit le pouvoir d'achat est du ressort des entreprises. Ça c'est intéressant, parce qu'il y a un vrai débat, et il explique qu'il y a un vrai sujet, dit-il, salaire face à une inflation qu'on n'avait pas vue depuis les années 80, soit qu'on est reparti comme ça sur une inflation qui risque de dépasser la barre des 10. L'inflation est à 5,2 pour être précis, au moment où l'on se parle. Il y a une chose qui était amusante dans ce commentaire du secrétaire national de la CFDT, c'est quand il parle notamment des décisions qui ont été prises par le gouvernement, par exemple, pour faire évoluer le montant de la prime dite Macron. Il dit une chose qui a été peu utilisée d'ailleurs finalement. Peu utilisée, et sur un montant d'environ 500 euros. Voilà. Et il dit il faut augmenter les salaires parce que la prime, seules les entreprises riches peuvent se la permettre. Ce qui est quand même économiquement une absurdité. Parce que la prime, je ne fais pas de commentaire sur le fait qu'elle soit recommandable ou pas. Oui. Je dis juste que la prime, elle est versée une fois, elle a une incidence sur la trésorerie de l'entreprise, mais ensuite, elle ne pèse pas durablement. L'évolution des salaires, en revanche, n'importe quel directeur des ressources humaines sait ça, c'est évidemment une charge pérenne
pour l'entreprise. Et même quand l'inflation revient à 0,5 ou à 1. Bien sûr, bien sûr. Marine Balançard, parce que c'est un débat aussi qui est posé, c'est est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui doivent prendre en charge et donc accompagner ce manque à gagner des salariés, ou est-ce que c'est aux entreprises de décider souverainement de ce qu'elles font avec leurs collaborateurs? Je dirais que ce sont les deux. On a quand même malgré tout un problème en France, c'est le coût du travail qui est, je le rappelle, à l'heure plus élevé que celui de l'Allemagne. Donc c'est quand même incroyable, nettement plus élevé que le coût du travail moyen en Europe, mais plus élevé que le coût du travail allemand. Donc il y a quand même un problème, parce que comment augmenter les salaires quand déjà on a un coût du travail très élevé? Donc vous dites, prenons le problème dans l'autre sens, réduisons le coût du travail, Mais oui, qui donnerait un peu d'air. en fait, ce sont les mesurettes, les primes Macron, d'ailleurs, qui ne sont pas des primes Macron, puisque c'est versé par les entreprises, c'est juste qu'elles sont défiscalisées. Défiscalisé, c'est ça. Donc il s'est arrogé le nom prime Macron, mais c'est pas lui. Là, c'est vraiment du ressort des entreprises. Et réfléchissons à ce qui pourrait diminuer le coût du travail en France. Bon, là, il y a vraiment un sujet. Olivia, fond. vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai que là, on va arriver à une situation. Alors là, les législatives sont. On est dans cette période d'incertitude, puis l'Assemblée va siéger, et on va avoir des trains de réforme pour une séance dès juillet, je pense, d'accompagnement et de réforme. C'est à l'État de prendre en charge ou c'est aux entreprises on l'entend beaucoup, ce discours, même côté évidemment patronal, mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est la CFDT qui le dit. C'est assez intéressant. Bah, effectivement, l'inflation, surtout que je crois que Bruno Le Maire disait que le pic allait être atteint en septembre 2023. Donc on a quand même encore, voilà, elle est devant nous quoi. L'inflation, c'est déjà un problème aujourd'hui, mais elle est quand même devant nous. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, voilà. Donc du coup, effectivement, je pense que c'est pour moi avant tout un problème politique. Après, les entreprises, je trouve que c'est un bel exemple de cette radicalité dans le sens où on est vraiment dans un manque de nuances. Dire que c'est aux entreprises de prendre en fait en charge ce problème de l'inflation, c'est une vision encore très, je dirais, un peu caricaturale. C'est-à-dire que les entreprises, elles aussi, comme les Français, vont voir en fait leur coût énergétique augmenter, leur facture augmenter. Donc en fait, dire c'est la faute de l'un, Elles la subissent l'inflation, les entreprises. elle aussi, la subit aussi. Oui, et puis dans les entreprises, vous avez les entreprises du CAC 40, et puis vous avez les startups, et puis vous avez les PMI, les outils. Enfin, donc ça représente quand même. C'est assez. Je trouve que c'est assez simpliste quelque part, assez caricatural. Voilà. Ça dépend de quel côté on se situe, parce que voilà. ça peut aussi vouloir dire que stop au quoi qu'il en coûte pour creuser les déficits aux entreprises de choisir souverainement et librement en fonction de leur trésorerie. Ça peut être aussi interprété comme ça, ce que dit la CFDT. Vous avez vu le taux d'emploi? Parce que je sais que vous avez vu ce chiffre. C'est historique. On n'a jamais eu un taux d'emploi chez les jeunes aussi élevé. Plus 10 points, 10,7 d'augmentation avec 89,8%. Alors le taux d'emploi, on l'avait vu chez les seniors, il est bas. Chez les salariés, il est bas, mais pas chez les jeunes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle comparé au grognement de la CFDT. Oui, c'est une excellente nouvelle. On se réjouit pour ces jeunes qui ont quand même été parmi les premières victimes de la crise, parmi les dommages collatéraux de la crise. Et je remarque que le taux d'emploi et des grandes écoles, mais aussi des universités, est excellent. Ingénieurs et des ingénieurs. Voilà, mais j'ai regardé celui des universités, parce que les grandes écoles disent c'est la validation du modèle grandes écoles. Je rectifie, le modèle universitaire est excellent aussi, puisqu'ils sont exactement sur les mêmes taux d'emploi. Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Ça, c'est un chiffre bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire que là, on est en train vraiment de jouer une politique de l'insertion et du travail des jeunes, je précise, diplômés. Il s'agit de... J'insiste bien sur le mot diplômé. Oui, en fait, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'avec la crise du Covid, on avait parlé de cette génération sacrifiée. Voilà, c'est ces jeunes qui allaient arriver sur le marché de l'emploi avec quelque part peu d'espoir de trouver un travail et de stabilité. Là, il se trouve que les chiffres sont très bons. On peut s'en réjouir à la fois sur le plan économique parce qu'effectivement, plus il y a d'insertion, plus plus c'est bon pour l'économie. Puis d'un point de vue moral aussi, psychologique, ça en dit long quand même sur une société qui est capable d'accueillir sur le marché du travail les futurs talents et les cerveaux de demain. Je vous ai vu réagir quand j'ai dit diplômé, parce que c'est vrai qu'on pense au contrat engagement jeune pour des jeunes, cette fois-ci, non, sans diplôme, coupé. Et là c'est vrai que les chiffres, le chiffre du chômage et le taux d'emploi ne progressent pas, et le chômage progresse toujours chez ces jeunes non diplômés. Là, on parle de jeunes diplômés, de ceux qui ont bac plus 5, bac plus 4. En fait, l'arbre cache un peu la forêt. On remplit les trous. Une excellente politique, par exemple, est le développement de l'apprentissage, des contrats d'alternance. Qui a fonctionné. Qui fonctionne et qui va continuer à fonctionner. Je pense que la démarche est pérenne et que le chiffre des contrats d'apprentissage ne va cesser de progresser au fil des années. Mais, comme vous l'avez dit très justement, Arnaud, ça concerne ce meilleur emploi, si je puis dire, les diplômés,
pas tous les diplômés. Vous parlez à des étudiants de lettres classiques ou etc. Ou de psychologie, ils vont toujours être, je dirais, en train de faire des boulots de serveur dans les bars parce que personne ne les embauche. Marine Balançard est pas d'accord. Donc, il y a les diplômés en général, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, beaucoup de spécialités. L'ingénieur très très haut. Ça marche bien. Des tas de secteurs d'activité sont actuellement avec des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Toujours, hein, ça n'a pas. Même pour des gens peu qualifiés, le BTP, les CHR, café, hôtel, restaurant, etc. Et les aides à la personne, faut pas les Mais oublier. c'est une, je trouve, un panorama qui est extrêmement divers. C'est-à-dire qu'il y a des îlots florissants, et puis il y a encore des déserts dans certaines qualifications, dans certaines professions, dans certains niveaux, où là, eh bien, la situation reste particulièrement mauvaise. Vers Donc, moitié vide, vers moitié voilà. plein, quoi. Ça, il vaut mieux qu'il y ait le plus, si je puis dire, d'oasis possible dans le désert, mais ce n'est pas parce qu'il y a de plus d'oasis que le désert disparaît. Ces chiffres viennent de la conférence des grandes écoles, hein, qui chaque année, depuis une trentaine d'années, représentent ces chiffres. Et là, on est sur des chiffres à 91,1. Vous n'étiez pas d'accord chez les ingénieurs? Vous n'étiez pas d'accord avec ces Jean-Michel? Sur les universitaires, ils sont intégrés aussi à 87-90% selon les matières. Droit, économie, c'est 90%. Lettres, c'est plutôt autour de 70%, mais c'est presque l'exception. Voilà. Mais plus globalement, au niveau européen, il me semble qu'il y a quand même un problème démographique. Il y a très peu d'enfants par femme. Je crois que c'est autour de 1,5, 1,6. L'effet Covid n'a pas eu lieu. Vous vous rappelez, on avait Voilà. évoqué cette idée qu'il y avait un rebond démographique. Il n'a pas eu lieu. Mais ça veut dire qu'il y a presque une pénurie de jeunes en France. On a perdu une centaine de milliers de naissances par an depuis 1950. Et donc, il n'y a pas assez de jeunes. Et je pense que la politique d'Angela Merkel, qui était d'accueillir énormément de jeunes réfugiés, Notamment pendant la crise syrienne, on se souvient de pendant la crise syrienne, le bras de fer avec la France. est une réponse, en fait. En fait, il y a un peu moins de 5 millions d'Européens qui naissent chaque année. C'est pas suffisant, en fait, pour... D'ailleurs, avec le débat des migrants, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais ça ouvre aussi la question de est-ce qu'on ouvre grand nos bras à des migrants qui ne peuvent pas accéder à l'emploi pour des raisons administratives et juridiques d'ailleurs. Cette question, elle est posée pour relancer notre économie. La part des emplois à durée indéterminée, ça c'est un chiffre intéressant qui remonte de 4 à 7 points pour atteindre 80,8 à l'ensemble des diplômés, tout type d'écoles confondues qui intègrent les universités. Ça c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'il y a aussi l'idée qu'on a envie de les garder et donc on les embauche en CDI, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque ce sont des stages, des CDD très courts, on ne prenait pas de risque. Là, on s'engage quand même pour cette jeunesse. Il y a même des entreprises qui disent, enfin moi je passe beaucoup de ma vie avec beaucoup de DRH de grandes entreprises, il y a quelque part une certaine même rééquilibrage, une espèce d'inversion de rapport de force. Oui. Le DRH d'un grand groupe très demandé, dont je ne parle pas d'entreprises inconnues, voilà. Une marque. Une très belle marque, qui me disait qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait donc, vous savez, des espèces de job dating pour des jeunes, eh bien, il y a plusieurs jeunes qui, après avoir posé des tas de questions sur ce que l'entreprise faisait en matière de valeurs, de politique, de sens, etc., ont décidé de ne pas accepter la proposition de collaboration qu'on leur faisait. Alors, c'est quand même un peu nouveau, quand même, parce qu'avant, c'est l'entreprise qui avait le pouvoir. On est au stade de l'épiphénomène, mais c'est une tendance. C'est une tendance. Olivia, Marine, je ne sais pas comment vous avez démarré vos carrières après vos écoles respectives, mais globalement, on se pliait à l'employeur. On attendait fébrilement que l'employeur vous rappelle. Et on ne se permettait pas de dire non, je ne me sens pas bien. C'est vrai. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue plus sociétal, on est vraiment dans une société des inversions. Il y a vraiment une inversion des pôles, quoi. C'est des rapports de force entre le politique et le pouvoir. La crise des Gilets jaunes, c'est quand même une retraitée sur Twitter qui a fait démarrer, qui a allumé la flamme. Ouais. Et pareil sur le marché du travail, on voit bien que dans la violence, on parle de la honte qui change de camp. Sur le marché du travail, c'est le pouvoir qui change de camp. C'est-à-dire, avant, le pouvoir appartenait vraiment aux entreprises qui avaient ce choix-là, qui imposaient leurs règles. Et aujourd'hui, finalement, c'est aux salariés, c'est à cette nouvelle génération de ces futurs acteurs du marché du travail qui vont imposer leurs propres règles. Ça, c'est une révolution. Et ça, c'est une révolution. Et ça a été vraiment accentué avec la crise du Covid. Et effectivement, on voit que ça perdure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va
négocier au-delà du salaire, les conditions de travail, le télétravail, comme vous disiez, les valeurs de l'entreprise. Et en fait, c'est la question du sens qui revient toujours au centre. Deux sujets, parce que l'un est un peu le corollaire aussi de ce rapport à l'emploi des jeunes, c'est les lycéens déjà recrutés, ça c'est en France, avant qu'ils aient passé le bac, alors ça c'est incroyable. Et puis il y a l'entretien de fidélisation aux États-Unis pour essayer d'éviter l'hémorragie. Il y a déjà eu 48 millions de départs sur le marché du travail aux États-Unis. Mais commençons par les lycéens français, ça vous choque? Moi, la question que je me suis posée, c'est mais finalement, le bac ne sert plus à rien. Alors déjà, il était un peu brocardé ce bac, on disait ça ne sert à rien. Le bac, ce sont des chiffres de bac pro. Bac professionnel, De enfin bac globalement, pro, c'est ouais. le type est un CAP, parfois le CAP, puis il est parti en bac pro, il a déjà une formation. On va le chercher parce que, après tout, il est compétent. Enfin, ça ne sert à rien de passer le bac pro, quoi. Oui, mais en fait, c'est déjà une tendance qu'on a évoquée ici, c'est-à-dire C'est vrai. que les jeunes sont recrutés parfois dès 16 ans pour, là, un grand parc d'attractions dans l'Est parisien, je le redis, recrute des jeunes de 16 ans, donc qui sont en seconde, On devine. et pour travailler cet été, parce qu'ils ne trouvent personne. Et j'ai lu qu'au Québec, les enfants 13 ans. travaillaient à 12-13 À ans. 12-13 ans. Et ils rangeaient dans les supermarchés, voilà, et ça ne choque personne. C'est Ils tout à travaillent fait 2 heures exact. après l'école. Il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus de jeunes. Et il n'y a plus donc- d'interdiction, parce que nous, le Code du travail interdit un enfant avant 14 ans d'aller travailler, on est d'accord. Oui, absolument. Là, Mais, c'est 13 ans, 13 ou 12 ans. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est que ces jeunes, en fait, s'intègrent dans le marché du travail. Ils arrivent à trouver très vite. Là, à moyen terme, c'est peut-être dommage de ne pas passer son bac s'ils veulent reprendre des études. Et Bah s'ils oui, ou veulent- monter une entreprise, parce qu'un jour, Voilà. ils seront peut-être artisans. Ça vous choque ou pas? Oui. On va aller chercher. Ouais, moi, je trouve ça surprenant, enfin gênant même pour le modèle éducatif qu'on a mis en Oui, place. c'est ça. Moi, ce qui me choque, en fait, c'est à quoi servent les études. Les études, est-ce qu'elles servent uniquement à trouver un travail? Ou alors, est-ce que les études, elles servent, en fait, à construire un citoyen, à avoir un esprit Ah oui. critique Les humanités. Voilà, comme le disait tout à l'heure votre invité, c'est-à-dire on a tous le même bagage, mais après, grâce à l'école, on va pouvoir aller se nourrir intellectuellement, on est prêt à aller découvrir d'autres champs, d'autres enseignements, ou est-ce qu'on est juste des consommateurs ou des travailleurs, et donc du coup les études nous permettent d'arriver sur ce marché du travail. Je pense qu'il y a vraiment une question à la fois, c'est intéressant parce que c'est vrai que toutes les questions qu'on aborde aujourd'hui, en ce moment, il y a toujours une question sociétale derrière, parce qu'on est vraiment dans cette période de transition, et moi ça m'interpelle, et je dis à ces jeunes-là, continuez vos études, même si vous avez cette possibilité d'être embauchés, parce que... Ils le seront quand même après le bac pro, il faut le préciser. Voilà. Et encore mieux, Et peut-être. encore mieux. Bah ouais. C'est ça. Et encore Donc, mieux. Jean-Michel Garrigue, votre réaction sur ce sujet? En fait, C'est troublant le fait ce sont qu'on beaucoup de recrute. secteurs d'activité, ceux qui sont l'objet de, comment dirais-je, de cette quête précoce, sont beaucoup de secteurs d'activité dont les conditions de travail ou les horaires de travail sont denses. Les métiers, on en parlait du BTP, de l'artisanat, des cafés, hôtels, restaurants, etc. Le DRH d'un grand groupe de restauration extraordinairement prestigieux passait une annonce il y a quelques jours à peine pour dire nous manquons cruellement de jeunes acceptant de travailler sur des horaires décalés, le week-end, etc. Il a trouvé? Alors, je pense C'est lancé qu'il est en train d'essayer de trouver. C'est qu'il n'arrive pas à trouver par des méthodes de recrutement traditionnelles des jeunes qui acceptent ça. Alors, sur effectivement des conditions de travail qui sont les conditions de travail, mais propres au secteur, Bien sûr. et avec des modalités de rémunération qui sont incroyables. Enfin, je dirais, qui sont plus élevées que beaucoup de collaborateurs administratifs. Mais dans attendez, les Jean-Michel, entreprises. ça veut dire que la cette connaissance personne-là, oui. à laquelle vous faites référence serait capable d'aller chercher, s'il y avait cette opportunité, dans le vivier de ceux qui font des écoles, qui ont fait une école de cuisine, il y en a plein en France, qui ont le CAP, et aller les chercher Alors, oui. en deuxième année de bac pro. Enfin, Oui. ils seraient capables de le faire, après Oui. tout. Parce que c'est ça que vous nous dites. Ce qu'ils disent, ce que j'entends de ces gens-là, c'est pas le problème de recruter, on est obligé de recruter de plus en plus jeunes, c'est de conserver les gens. Parce qu'une fois C'est qu'ils ça. sont frottés à la réalité quotidienne de l'emploi, qui peut être physiquement pénible, avec des horaires décalés, le travail le soir, le week-end, etc., mais il y a un moment où la grande démission, si je puis dire, elle vient là. On le voit bien. On y d'ailleurs. arrive. On le voit bien avec les centaines de milliers d'emplois qu'a perdu le secteur de l'hôtellerie-restauration Clairement. Et qu'il ne retrouve pas. après la pandémie. Il nous reste peu de temps, la grande démission. Bon, vous nous faites le lancement, Jean-Michel, Oui. c'est ça qui est formidable. Vous faites la transition, comme on dit, grande démission. 48 millions d'Américains qui ont participé à ce mouvement des emplois parfois peu qualifiés, des Américains qui ont même médiatisé leur départ, l'ont même filmé. Alors là, on invente l'entretien de fidélisation et ça s'appelle la Stay Interview.
on va se faire une promenade en forêt ou dans la rue, enfin en tout cas on casse les codes et on demande au collaborateur s'il veut rester. Enfin, là aussi il y a une prise de conscience, Marine, enfin, c'est même dans l'attitude du chef d'entreprise qui dit bon voilà, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, quoi. Oui, mais je crois que vous, journalistes, vous n'avez pas idée d'à quel point on ne parle pas en entreprise et à quel point il n'y a pas de conversation au sens littéral du terme. Bien sûr. Il y a beaucoup de communication. Vous dites qu'on parle d'entreprise. trop, nous, c'est ça? Non, vous êtes On est trop bavards. des accoucheurs de Oui, bien ce sûr. qu'ont à dire les autres. Mais en entreprise, une conversation, ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour vraiment échanger, être en... On n'a pas le temps en entreprise. En entreprise, on n'a pas le temps. Et en plus, on a des outils digitaux, on communique à tout va, et on a l'impression qu'on a eu des conversations et qu'on a échangé avec ses C'est collaborateurs. exact. La conversation, c'est quelque chose d'humain, ça inclut de l'écoute et ça inclut de l'émotion. Et ça, Exact. ça existe en entreprise. Moi, j'ai des managers qui emmènent leurs collaborateurs faire des conversations. Ils appellent ça des déambulations. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. C'est ça. Et c'est l'unique moyen de montrer qu'on porte une attention réelle à la personne. On appelle ça dans l'équipe de France de foot, je sais que vous êtes un amateur de football, Jean-Michel, la causerie. Vous savez, quand l'équipe se prépare, elle va se balader en forêt Absolument. avec l'entraîneur. Et dans le- c'est exactement ce Dans le parc du processus-là. château de Versailles, C'est ça. je les ai rencontrés. C'est intéressant. Oui, mais Non, mais cette méthode américaine, On l'a bien vu. hémorragie, on se dit il faut faire quelque chose. Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Rappelez-vous, il y a quelques années, ce n'était pas très vieux, l'abandon progressif des entretiens annuels d'évaluation. C'est vrai. On disait, ben non, finalement, ça sert à rien. Maintenant, on est en mission, en projet, donc on va faire des entretiens de il y a un fin de besoin mission, de se projet, parler. etc. Bon, quand vous dites à des managers, alors tu vas transformer un entretien de 2 heures une fois par an par un entretien de 2 heures toutes les 6 semaines ou toutes les 8 semaines après la fin de chaque mission, Pour etc. écouter, pour... Mais le manager il dit mais je peux pas, j'ai pas le temps. Enfin c'est impossible. Donc on est en train d'en revenir. Des Je entreprises, je crois ne pas me tromper. Si je me trompe, l'entreprise me pardonnera. Je crois que c'était le cas de Schneider Electric qui avait abandonné les entretiens d'évaluation et qui les remet en place d'une manière un petit peu différente. Peut-être plus etc. informel, d'ailleurs. Oui, mais parce que l'échange, comme vous dites, on y Marie, est absolument essentiel. Mais l'échange, pas un échange figé, pas un échange dormant. L'entretien Non, d'évaluation. L'émotion, Voilà. de L'entretien la chair. d'évaluation avec 4 pages à remplir, 14 questions, etc., Inutile. ça n'a pas de sens. Il faut créer du quotidien et de la spontanéité bon dans les sens. relations. C'est-à-dire qu'il Bien faut sûr. écouter, il faut recevoir et il faut donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, c'est malgré tout, les Américains, en tout cas les entreprises, essaient de trouver une issue. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, le Covid nous a demandé de nous questionner sur ce qui était essentiel ou pas essentiel. Voilà. Et là, finalement, comme vous dites, c'est une question de bon sens. Qu'on soit obligé d'attendre ce type de crise pour se dire que oui, c'est intéressant d'échanger en entreprise, c'est quand même, ça nous interpelle. En tout cas, ce que je voudrais rajouter par rapport à cette grande démission, c'est qu'effectivement, les entreprises, lorsqu'elles recrutent, on va parler des valeurs de l'entreprise, on va parler. Donc en fait, on va aller dans une entreprise pour ses valeurs. Par contre, quand on quitte une entreprise, on quitte pas l'entreprise pour l'entreprise, on quitte le manager. Donc gros warning aussi C'est au niveau tout des à fait entreprises. exact. C'est pas C'est-à-dire l'entreprise que qu'on quitte, c'est le N+1. C'est le manager. Et donc aussi, pourquoi il y a cette grande démission, c'est qu'au-delà d'échanger, effectivement, au-delà de revenir à des choses, beaucoup plus humaines, quelque part, de plus d'interaction, formons les managers qui managent, c'est-à-dire arrêtons de nommer, d'utiliser le management comme un outil de promotion, distinguons l'expertise du management pour en faire avoir vraiment des gens qui managent. C'est vrai qu'il y a des questions, on n'a pas le temps, mais de Brian Kropp, l'expert en ressources humaines de l'entreprise, qui dit aux salariés, mais alors, comment vous vous sentez? Qui revient à la notion d'émotion, par cette question, on est obligé de se livrer un peu. Qu'est-ce qui vous fait venir au bureau? Il y a quelque chose qui vous déplaît? Et puis il dit aussi qu'il ne faut peut-être pas oublier l'anniversaire, recréer du lien humain. Mais En fait, oui. c'est du bon sens paysan, là. quand C'est même. du bon sens paysan et une conversation. Il ne faut pas oublier on doit en sortir changer. Mais oui, Pas convaincu. Sinon, on a mais perdu son changer. temps. Voilà. Et le manager et le collaborateur. entièrement. Dernier mot, Jean-Michel. N'oublions pas que les enquêtes, depuis de nombreuses années, faites anonymement auprès de collaborateurs de grandes entreprises par des instituts spécialisés, le pourcentage ne varie pas beaucoup. Depuis toujours, à peu près, 70% des collaborateurs interrogés disent ne pas retrouver dans leur réalité quotidienne les valeurs qui sont affichées C'est vrai. dans leur, C'est tellement vrai. usine, dans leur dépôt, Ouais. dans leur bureau, etc. C'est bien packagé en com, mais en fait... 70%.
Donc, il y a- C'est énorme. il faut, comme on dit, Aligner. s'aligner. Voilà. C'est exactement, vous m'avez retiré, j'allais dire se centrer, mais c'est le mot aligner. Aligner. Ouais, exactement. Ça sera donc Olivia Copin qui aura eu donc le mot de la fin dans ce débat. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir. Olivia Copin, fondatrice de Just Business, enseignante au CELSA. Merci à Jean-Michel Garrigue, tout en regardant Marine Balançard. Vous avez vu cet effet. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Merci Jean-Michel et merci à Marine Balançard, DG Cabinet Ariséal, et ce livre, parce qu'elle se passionne sur la décision. À quel moment, quand et quelle est la condition de la décision. C'est un sujet fondamental qui vous tient très à cœur. On termine avec, pas la grande démission, avec la démission. La démission, est-ce qu'on peut quand même organiser cette démission, faire en sorte que cette démission ne soit pas trop douloureuse, complexe? On en parle et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On accueille Philippe Guittet. Bonjour Philippe. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, cofondateur de Talent Management. Exactement. Et on parlait de la grande démission, on va rester tout à fait en phase avec la démission. Alors bon, ça c'est un moment traditionnel, j'allais dire classique, je mets les guillemets, tout le monde ne démissionne pas. D'abord, qu'est-ce qu'une démission concrètement? Alors, une décision d'un point de vue légal, c'est Une démission. Une démission, oui. Oui. C'est une rupture de contrat unilatérale et qui se fait exclusivement à l'initiative du salarié. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que légalement, on ne peut pas demander à quelqu'un de poser sa démission, comme on peut entendre Ça, demain. c'est illégal. Hein. C'est absolument illégal. Un Faut que la DRH qui dit décision- il faut que tu poses ta démission, le salarié peut se retourner contre l'entreprise. Hein. Absolument, parce que si c'est à l'initiative entre guillemets d'un hiérarchique, alors c'est plus une démission, c'est une forme entre guillemets de licenciement, mais qui coûte moins cher et qui est plus facile à mettre en place. Donc non, la démission se fait exclusivement à l'initiative du salarié. Alors on parlait des 48 millions de salariés qui ont démissionné aux États-Unis. Alors évidemment, la grande démission n'a pas touché la France, même s'il y a eu des départs. Souvent, la démission, elle est sous le coup de la colère. Enfin, elle est sous le coup comme ça d'une impulsion. Absolument, et c'est le danger entre guillemets de rater sa démission. Une démission, c'est pas anodin, parce que notamment en France, avec tout le processus de l'assurance chômage, il faut bien avoir en tête que lorsqu'on démissionne et qu'on n'a rien derrière et que l'on va s'inscrire à Pôle emploi, on peut s'inscrire à Pôle emploi, mais on ne sera pas indemnisé, puisque c'est le salarié qui décide, lui, de mettre fin au contrat. Il faut pas hésiter. Donc ça a quand même des conséquences. La démission, c'est quoi le phénomène? On s'est vulgairement engueulé avec quelqu'un, on a eu le sentiment, une forme de trahison. C'est quoi? C'est la colère, c'est l'alcool parfois qui fait que... Alors, ça peut être tout un tas de facteurs. Alors justement, vos intervenants d'avant parlaient de valeurs, parlaient de manque de communication, de manque de clarté. Souvent c'est ça. Ça veut dire que la promesse qui a été faite lors des entretiens, les valeurs de l'entreprise, la qualité des projets, les perspectives d'évolution, les nouvelles responsabilités, voilà, tout ce qui fait qu'on a attiré le candidat, concrètement, il ne se retrouve pas. Donc souvent, il y a un énorme décalage entre ce qui a été vendu par l'entreprise pour l'attirer et ce qu'il vit. Et donc là, il y a déception. Et tout simplement, c'est comme dans une relation amoureuse. Lorsque on est un peu déçu par la personne avec qui on s'est marié, tout simplement, on va se séparer. Donc il y a ça. Ça peut être aussi... tout simplement, comme vous l'avez dit, l'histoire de l'émotion, la colère. Tout d'un coup, il y a eu un clash, il y a eu quelque chose qui ne va pas. La goutte de trop. Voilà, coup de trop, ou quelque chose qui a fait mal, qui a blessé. Et là, tout d'un coup, le réflexe, je pose ma démission, parce que finalement, c'est facile, un mail ou une lettre avec recommandé, ce que je préconise. C'est rapide. Enfin, vous n'êtes pas avocat, mais c'est quand même spécialiste ces questions. Lettre recommandé. Moi, c'est ce que je recommande, parce que je pareil, histoire de traçabilité, ça a été fait, on a la trace, on a tout ce qu'il faut. Mais, est-ce que un bout de papier que l'on va jeter. Philippe, est-ce que l'entreprise peut se retourner contre un salarié démissionnaire? Est-ce que c'est possible ça? Une fois qu'on a démissionné, envoyé sa lettre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors théoriquement, c'est possible, mais il y a vraiment que de tout petits cas particuliers. Parce que, toujours pareil, le Code du travail protège essentiellement quand même le salarié. Donc s'il a envie de partir, rien ne peut l'empêcher qu'il parte. Maintenant, l'entreprise ne peut pas empêcher une démission. Par contre, si elle estime que le salarié qui part avait un rôle clé dans l'entreprise et qu'au moment de son départ, on était dans ce qu'on appelle une période clé de l'entreprise, c'est-à-dire que son départ, données, informations, période d'activité,
je sais pas moi, voilà, vous êtes dans un commerce, vous avez beaucoup d'activités, puis votre vendeuse principale qui gère toute l'équipe, ça va. Ça arrive, hein, d'ailleurs. Voilà, ça arrive. En fait, si ça déstabilise l'entreprise, alors l'entreprise ne peut pas remettre en cause la démission, mais peut éventuellement aller en justice pour réclamer des dommages et intérêts auprès du salarié. Vous évoquez... Mais il faut la preuve. Bien sûr. La preuve est aussi C'est ça, chiffrée, j'imagine, Exactement. d'une baisse de chiffre d'affaires. Exactement. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée d'un divorce, parce que c'est une rupture entre un salarié et une entreprise, et parfois même qu'un collaborateur et un N+1. Comment on réussit sa démission ? Alors j'ai envie de dire, parce que la démission, voilà, c'est comme un divorce, une fois que c'est acté, on peut difficilement revenir en arrière. On ne vient pas le lendemain en disant, écoutez, je me suis un peu énervé, Voilà. déchirez donc ma lettre. Alors il y a la possibilité. Ça arrive, ça. Il y a la possibilité, mais pas toujours pareil. Il faut montrer que ça a été fait peut-être sur un coup de sang. Voilà, on était sous la colère et finalement nos actes ont dépassé nos pensées. Ça peut être aussi, si on était sous l'effet de substances, on va dire plus ou moins licites, c'est-à-dire grosso modo, on n'avait pas totalement ces moyens lorsque des RH en disant, écoutez, je suis désolé, j'avais pris de la drogue. Voilà, c'est compliqué. Mais bon, voilà, ça fait partie des moyens de revenir sur une démission. Tout à l'heure, il y avait la DRH de Kellogg's qui évoquait les personnes qui vivent une situation personnelle délicate. Familiale, ouais. Voilà, c'est-à-dire que là, on va dire des émotions négatives autres que la colère viennent altérer, entre guillemets, le jugement. Ça peut être une raison. Il y a la menace de démission, je m'excuse, mais on le voit même parfois dans des films, dans des fictions, où je vais te coller ma démission. Enfin, c'est des phrases qui reviennent souvent, c'est un peu comme j'exagère, mais un peu le suicide. C'est-à-dire qu'on tire la sonnette d'alarme, on fait une tentative, attention, je vais démissionner. C'est fréquent, ça aussi. C'est fréquent, alors ça, c'est pas une démission. Et on passe pas à l'acte. On passe pas à l'acte, alors ça, c'est pas une démission, c'est une intention, mais l'intention ne fait pas l'acte. Une démission, c'est clairement établi pour que ce soit valable. Maintenant, comment réussir une démission ? J'ai envie de dire, lorsqu'on démissionne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personnellement, avec son manager, avec son poste, j'ai envie de dire, avant de démissionner, d'en parler. Justement, juste avant, on parlait de la communication. La RH, le manager, voilà. Parce que, voilà, une démission, c'est une solution qui est radicale. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives qui peuvent empêcher le collaborateur de partir? Philippe, on va le voir en le disant, en lui faisant comprendre que si ça ne change pas, on démissionne. On verbalise le mot démission, donc le chantage ou la menace de démission. On va jusque-là. Si on est en mode conflit, oui, à un moment donné, il va falloir dire non, je ne suis pas d'accord, je ne me reconnais plus, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Il faut acter sa décision. Mais peut-être quand même négocier aussi l'idée de pouvoir avoir un départ contractualisé. Enfin, la démission, vous le dites, il faut le redire, c'est-à-dire qu'on part une main devant, une main derrière. Absolument. Si on n'a pas, entre guillemets, assuré ses arrières avec une autre prise de poste, alors vous pourrez toujours bénéficier de l'accompagnement de Pôle emploi, mais vous ne serez pas indemnisé. Donc ça, voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Après, toujours pareil, c'est là où il faut mettre de l'intelligence, comme disaient vos intervenants juste avant, il faut mettre de l'intelligence dans la relation. Pourquoi ? Parce que même si on vit, entre guillemets, sur une planète qui est globalisée, le monde reste quand même petit, notamment par les réseaux sociaux et tout ça. Donc, toujours pareil, comme un divorce, essayer de mettre de l'intelligence, c'est-à-dire, voilà pourquoi je pars, quelles sont les raisons, il n'y a rien de personnel, j'en veux pas spécialement. Faire ça proprement. Voilà, proprement, on n'est pas d'accord, on ne va pas continuer, ça ne sert à rien. On se quitte bons amis, quoi. On se quitte un peu bons amis parce qu'on ne sait pas. Par la suite, si on ne va pas se retrouver dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. Donc, éviter peut-être l'effet boomerang. Ouais, c'est la phrase de Woody Allen. Il faut toujours dire bonjour quand on monte l'escalier à celui qui le descend. Voilà. Parce qu'un jour, on le descend et on croise celui qui... Exactement. Donc, évidemment, il vaut mieux saluer comme ça les gens dans l'escalier. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et c'est une manière propre de quitter une entreprise. Merci. Philippe Guittet, vous êtes le cofondateur de Talent Management. Absolument. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. Le plaisir est partagé. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse. Merci à Mathieu. Ulysse pour la réalisation, Mathieu pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis bon week-end, évidemment. Et puis je vous dis à bientôt. Et à lundi, bien entendu. Restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix. Bye bye.